Commencer, étant donné que le temps est limité. Mon nom, donc je m'appelle Mathieu Bégin, je suis doctorat en communication à l'Université de Montréal et je suis associé au groupe de recherche sur les jeunes et les médias. Et juste pour situer où j'en suis dans mon parcours, je termine ma 4e année au doctorat et je commence ma 5e et dernière année en théorie l'an prochain. Et ma communication s'intitule « Recruter des jeunes producteurs de contenu numérique dans les médias sociaux, du discours optimiste à la réalité du terrain ». Donc, je veux juste mettre la table avant pour expliquer mes intérêts de recherche, étant donné que moi, je ne suis pas en sociologie ni en éducation, mais bien en communication. Donc, le point de départ de ma recherche de maîtrise et de ma recherche de doctorat, quand j'ai commencé, là, mon parcours au cycle supérieur, c'était ce qu'on appelle le phénomène de la cyber-intimidation et des représentations de ce phénomène-là et des discours à ce sujet-là. Pour ceux qui ne savent pas, cyber-intimidation, on entend par là l'usage d'une technologie numérique ou d'un média social par soit les adolescents, le concept est associé aux adolescents pour nuire à la réputation de quelqu'un d'autre ou pour porter atteinte à son intégrité, pour le déstabiliser psychologiquement. Donc, à la maîtrise, j'ai étudié les représentations sociales de ce phénomène-là chez des adolescents québécois, disons, ordinaires, dans le sens où, en psychologie et en éducation, on s'intéressait surtout aux victimes. Moi, c'est plus comment les ados ordinaires, qui sont un peu distants par rapport à ce phénomène-là, le perçoivent, le décrivent dans leurs mots. Là, ma thèse, elle porte maintenant sur les pratiques de production vidéo et de communication dans YouTube par les adolescents, encore une fois, mais autour du thème ou de l'enjeu social cyber-intimidation. Donc, côté originalité, je ne gagne pas des points, mais ça s'inscrit toujours autour de ce phénomène-là. Donc, ma présentation apporte sur les défis, dans le fond, qui impliquent ma démarche de recherche auprès des jeunes vidéastes auxquels je m'intéresse. Bref aperçu de la problématique de recherche au Québec, selon l'enquête la plus récente qu'on trouve, donc auprès de plus de 8000 adolescents, de jeunes d'âge scolaire secondaire, ce serait 18% des garçons et 25% des filles qui se disent victimes d'actes de cette nature-là. Plusieurs effets négatifs sont associés au phénomène de la cyber-intimidation. Faible estime de soi, anxiété, dépression, détresse psychologique, des suicidaires, isolement, échec scolaire. Là, j'ai pas mis de référence parce que j'aurais pas en mettre 200. C'est extrêmement bien documenté. Donc, face à ce constat-là, plusieurs stratégies de prévention et d'intervention sont mises en place au Québec notamment pour contrer ce phénomène-là en amont et venir en aide aux jeunes qui sont victimes de ce phénomène-là. Et donc, ces stratégies d'intervention-là prennent place dans les écoles, dans les maisons des jeunes, en milieu communautaire, aussi dans les familles où les parents se sentent à l'aise d'intervenir, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais aussi dans les médias. Et là, c'est, disons, plus mon champ d'expertise, étant donné que je suis en communication médiatique. Vous avez peut-être vu cette pub-là à la télé, les diffuser fréquemment, c'est le gouvernement fédéral qui explique aux adolescents et à leurs parents, c'est probablement le public cible de cette pub-là, quelles sont les conséquences légales pour les jeunes qui commettent des actes. Donc, c'est l'angle pris par le gouvernement. Ça, c'est une autre publicité qui était faite par Tel Jeune, l'organisme Tel Jeune, qui s'adressait aux jeunes qui sont victimes, donc pour leur dire si tu as besoin de te confier, si tu as besoin d'aide, Tel Jeune est là. Ça a été diffusé en 2007-2008. Si je ne me trompe pas. Deuxième section de la problématique, là, c'est la production vidéo des jeunes. Là, vous le savez, aujourd'hui, au Québec, dans le reste du Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, c'est à peu près 98-99% des jeunes d'âge scolaire secondaire qui ont accès à Internet. Parmi eux, selon une enquête pan-canadienne, ce serait le tiers, donc 33%, qui ont déjà enregistré et publié en ligne une vidéo sur quelconque thématique, peu importe ce qui est, on ne sait pas la nature de la vidéo, mais un tiers ont déjà fait ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que YouTube compte parmi les sites les plus utilisés de 75% des jeunes à des fins ludiques ou éducatives, c'est-à-dire que le 3/4 des jeunes disent que YouTube fait vraiment partie de
c'est ce que dit l'enquête de leur top 5 de sites préférés qu'ils vont visiter les plus souvent. Et enfin, autre chose importante pour ma problématique, ce qu'on sait aussi, c'est que les vidéos qui sont produites par de jeunes vidéastes, que ce soit en contexte scolaire, privé ou communautaire, sont généralement moyennement bien perçues par leur père, c'est-à-dire que leur père considère que ces vidéos-là ont une portée sociale et esthétique limitée. Généralement, quand on montre des vidéos faites par des jeunes, des vidéos faites par des jeunes à d'autres jeunes, ils disent bon, on comprend pas trop c'est quoi le message, on pense qu'ils voulaient bien faire, mais c'est mal filmé, le montage est pas bon, dans le fond, ma question générale, c'est une question un peu informelle, dans le fond, de départ de ma recherche de thèse, c'est qu'est-ce qu'il y en est du potentiel éducatif ou social des vidéos faites par des jeunes autour du thème de la cyberintimidation. Qu'est-ce qu'ils montrent dans ces vidéos-là? Qu'est-ce que les jeunes disent? Est-ce qu'ils offrent des connaissances à leur père pour agir dans un contexte de conflit ou quoi que ce soit? Donc, c'est la question de départ de ma recherche. 4 objectifs. Premièrement, décrire les représentations sociales des jeunes vidéastes, donc ceux qui ont fait des vidéos, à propos des technologies numériques, des technologies de la vidéo numérique, donc la caméra, le logiciel de montage, tout ça, de leur acte de communication dans YouTube et de la cyberintimidation comme enjeu social. Ensuite, les représentations et les discours dans les vidéos eux-mêmes, donc analyse des documents. Ensuite, représentation sociale des jeunes qu'on pourrait qualifier d'apprenants, c'est-à-dire les jeunes qui regardent ces vidéos-là, qu'est-ce qu'ils en disent des vidéos faites par d'autres jeunes. Et quatrièmement, évaluer le potentiel éducatif à la lumière de tout ça, des vidéos. Là, je vais me concentrer sur le premier objectif qui porte sur vraiment la collecte de données auprès des jeunes vidéastes. Je rappelle que c'est des jeunes d'âge scolaire secondaire, donc 12 à 17 ans, des adolescents. Donc, pour cet objectif-là, le premier objectif, là je vais décrire ma démarche de recherche. La façon que je fonctionne, c'est que dans YouTube, je cherche des vidéos avec le mot-clé cyberintimidation. Et c'est basé sur le même principe que plusieurs de mes collègues en communication ont suivi, par exemple, des mots-clics dans Twitter pendant la grève étudiante, manif en cours, pour analyser tout le discours autour de ce thème-là. Donc, c'est un peu le même principe. Et le mot cyberintimidation, pour moi, a l'avantage de restreindre la recherche à seulement les vidéos francophones faites au Québec, étant donné que le terme cyberintimidation ne semble pas avoir été adopté ailleurs dans la francophonie. Donc, ça circonscrit parfaitement là, ma démarche. Donc, c'est ce que je fais dans YouTube cyberintimidation. Il y a une foule de vidéos qui sortent. Et grosso modo, le 2/3, c'est des vidéos amateurs faites par des jeunes. On retrouve aussi des campagnes sociales gouvernementales ou faites par des entreprises privées, mais 2 vidéos sur 3 sont faites par des jeunes. Ce sont des vidéos amateurs. Ensuite, là, ma démarche, ce que je fais, c'est que à l'intérieur de YouTube, de la plateforme, il y a moyen de rejoindre en message privé l'auteur de la vidéo. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie le lien vers un sondage, un questionnaire SurveyMonkey, qui vise à recueillir là, seulement, en guise de première étape, des données sociodémographiques, donc le sexe, l'âge, la région au Québec dans laquelle ils habitent, le contexte de production, est-ce qu'ils ont fait la vidéo à l'école, à la maison, dans une maison de jeunes, les technologies mobilisées, le public visé. Donc là, ça c'est mon historique, on ne voit pas grand-chose, mais dans YouTube, de mes messages privés, dans le fond, là, à chaque vidéaste, j'envoie un petit descriptif de la recherche avec le lien vers le sondage et un lien vers ma chaîne YouTube. Je vais en parler davantage un peu plus loin. Et là, le questionnaire se termine, comme c'est souvent le cas, par une invitation à voudrais-tu, s'il te plaît, si ça te tente, faire une entrevue d'1 heure avec moi. Et là, ce que je disais, c'est à distance par Skype, sans image vidéo. Donc, c'est moins engageant, disons, pour le vidéaste, le jeune qui est d'âge mineur. Et ça vient avec une récompense de 20 $, soit dans iTunes ou Amazon. C'était ça l'entente que j'avais avec eux.
Et étant donné aussi qu'ils sont partout au Québec, ben moi, les entrevues à distance, ça fait mon affaire. S'ils sont au Saguenay ou en Abitibi, ben là, je peux pas toujours me déplacer à chaque fois que je le suis. Donc ça, c'est un aperçu en fait du questionnaire. Là, c'est la question 3, mais le questionnaire se termine, comme je disais, par... donc, première stratégie que je me suis donnée pour favoriser la participation à la recherche, c'est de prioriser les auteurs qui ont publié leur vidéo récemment. C'est-à-dire le jeune qui a publié sa vidéo il y a 6 mois a plus de chances de me répondre ou de se sentir concerné que celui qui l'a fait il y a 5 ans. Là, c'est un peu intuitif comme démarche, mais c'est ce que je m'étais dit au départ. Donc, il y a une option dans YouTube où on peut classer les vidéos par date d'ajout. Donc, ils sont tous classés en ordre anti-chronologique, de la plus récente à la moins récente. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, contre-chronologique. Chronologique inversé. Chronologique inversé, de la plus récente à la moins récente. Et là, au tout départ, avant même de faire la diffusion du questionnaire, là, je me suis dit, il faudrait que je gagne la confiance de mes potentiels jeunes participants. Et là j'ai donc produit et publié en ligne 2 courtes vidéos de 4 minutes chacune. C'est le plus beau que je pouvais faire. Où là, j'explique, dans le fond, les objectifs de ma recherche, en quoi c'est pertinent pour les jeunes eux-mêmes, qu'est-ce que ça va vous donner au final que moi je mette à terme ma recherche, et les besoins en information dont j'ai besoin. Et, bon, comme je l'ai dit, la stratégie avait comme objectif d'illustrer la pertinence sociale, puis gagner la confiance des jeunes participants. Et là, tout ça est fait, les vidéos sont en ligne, et là, je me dis, ça y est, c'est parti, je me lance dans ma collecte de données. Très confiant. Ça, donc, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube. Et c'est pourquoi aussi, là, je me filme, parce que là, il faut que j'aie du matériel pour alimenter ça, cette bébête-là que j'entretiens. Et donc, quelques chiffres sur la participation. Donc, j'ai commencé ma collecte de données en septembre 2014, c'est-à-dire il y a 2 sessions universitaires, 8 mois, grosso modo. Là, à ce jour, je suis rendu à 116 vidéos que j'ai regardées, téléchargées pour, dans le fond, analyser le contenu de la vidéo. Et sur ces 116-là, j'ai envoyé mon message à 77 vidéastes amateurs. Et j'en ai rejeté, donc j'en ai retenu le 2 tiers et j'en ai rejeté le tiers, qui sont donc, des chaînes gouvernementales, des entreprises privées de communication, par exemple TELUS, des chaînes de télévision, des vidéastes que j'avais déjà contactés parce qu'ils ont fait 2 vidéos. Donc, j'ai envoyé le sondage et la demande d'entrevue à 77 vidéastes amateurs. C'est pas toujours possible de connaître l'âge de la personne, d'où mon questionnaire préalable. Des fois, on voit le jeune dans la vidéo, il se met en scène, mais des fois, on ne le voit pas. C'est seulement des images. Donc, ça peut être un adulte qui est derrière la vidéo, on ne sait pas. Donc, c'était pour ça le questionnaire de départ. Donc, sur les 77 questionnaires ou liens envoyés vers le questionnaire et les demandes d'entrevue, au total, j'ai eu 8 réponses à mon questionnaire. Ça, c'est depuis septembre 2014. 3 adultes, donc qui représentent à peu près 4% de l'échantillon initial, 5 jeunes d'âge mineur, et sur les 5 jeunes d'âge mineur, 3 ont accepté de faire les entrevues. Donc, le titre de ma présentation, c'était du discours optimiste à la réalité du terrain. Donc, au départ, il y a quelqu'un qui parlait là, ce matin, lorsqu'on dépose notre projet de thèse devant un jury, au comité d'éthique. Là, évidemment, là, tu demandes à ta directrice, c'est combien il faut que je fasse d'entrevues, combien. Ben là, ils disent toujours le plus possible. Là, je m'étais dit, 50 répondants, 20 entrevues, ça devrait être bon. Et là, évidemment, vous voyez bien, là, visée est réelle, 5 répondants au sondage et 3 seulement ayant fait les entrevues. Donc, je tiens à dire, une adolescente française, qui là coïncide pas dans le fond avec la manière dont est cadrée ma recherche, que je sais même pas si je vais pouvoir garder dans ma collecte de données, mais je n'étais quand même pas pour lui dire non. C'est quand même
80% de ton échantillon. C'est ça. C'est le tiers, c'est 33% de l'échantillon. Bon, OK, il me reste 5 minutes. Je vais finir dans les délais, c'est ça et certain. Retour critique donc sur cette démarche-là. Le recrutement de participants, bon, on le sait, ça compte parmi les nombreux défis de la recherche sur, avec et auprès des jeunes. Hein. On va en parler au cours des 2 journées du colloque. Mais là, depuis l'explosion, entre guillemets, des médias sociaux, c'est des fois l'expression qu'on utilise, il y a certains auteurs, mais c'est surtout dans le domaine du marketing, des relations publiques, qui nous disent ça ouvre la porte à plein de nouvelles possibilités pour les chercheurs, c'est merveilleux, même ceux qui s'intéressent aux jeunes, parce que tous les jeunes sont dans les médias sociaux, tout le monde sait ça, évidemment. Mais, donc, à la lumière de mon expérience, et là, comme c'est ce que je veux dire, malgré mon investissement personnel et tout le temps que j'ai mis dans ce projet-là, à faire les vidéos, à envoyer des messages, des relances, excuse-moi, je ne veux pas t'harceler, mais tu as reçu mon message par hasard. Semble-t-il que les médias sociaux et YouTube, là je dis les médias sociaux, mais c'est surtout YouTube en particulier, semblent avoir donc leurs limites par rapport à leur potentiel pour recruter des participants et surtout des jeunes. Bon, en guise de consolation, mais non pas de conclusion, certains indices, parce que là je prends cet échec-là très personnel, certains indices laissent penser que le problème pourrait être de nature technique plutôt que sociale. C'est-à-dire que, là, dernièrement, j'ai réécrit à une adolescente en lui disant en 2 phrases, écoute, je veux vraiment pas te harceler, je veux juste savoir si tu reçois mon message, oui ou non. Et là, vraiment, j'ai pas de réponse. J'essaye comme ça, mais je me dis, peut-être qu'ils reçoivent pas le message ne rend pas le message au sens de le sens du message, mais le signal. Le signal ne rend pas... bon. Néanmoins, les 3 entretiens que j'ai menés jusqu'ici sont très, très riches en informations et font ressortir des choses très intéressantes. D'ailleurs, je vais présenter les résultats de ma recherche dans un colloque à Paris dans une semaine, si jamais vous êtes dans le coin. Mais, et aussi, je me console, je ne dis pas que ça va être mieux dans l'avenir, mais juste dernièrement, là, je fais une veille hebdomadaire de ça. Juste la semaine dernière, il y a 5 nouvelles vidéos qui sont apparues, produites par, je crois bien, des jeunes. Donc là, j'ai 5 nouvelles possibilités s'il y a réponse à ma demande. Et voilà. Et en guise de conclusion, maintenant, 2 leçons à tirer de cette expérience de terrain-là. Le jour où j'écrirai un manuel de méthodologie à l'ère du numérique, ce sera mes 2 grands conseils. Les médias sociaux ne sont pas la solution aux défis qui imposent le recrutement de jeunes participants d'âge mineur pour des projets de recherche, contrairement à ce que nous laissent entendre certains discours techno-optimistes. Et surtout, pour moi, cette expérience-là, en tant que chercheur en formation, là, si je poursuis dans le monde académique, m'a appris une chose, parce que moi, c'était vraiment les vidéastes qui m'intéressaient, puis je tenais que ce soit juste les vidéastes, mais de s'intéresser non seulement aux jeunes acteurs sociaux, mais aussi à leurs actions. Dans mon cas, c'est les messages eux-mêmes, donc je vais avoir quand même une grosse analyse de vidéos. Savoir, ma thèse aura toujours ça de plus. À leur public, au départ, je ne voulais pas faire des entrevues avec des jeunes qui regardaient les vidéos, mais là, finalement, c'est ce qui est de plus facile pour moi. J'ai de plus en plus de jeunes, c'est beaucoup moins engageant, parce que je leur dis, écoute, je te montre des vidéos faites par d'autres jeunes, tu me dis ce que tu en penses. Donc, ça. Et aussi, là, ça ne fait pas partie de ma recherche en ce moment, mais si je poursuis au postdoc, m'intéresser aux adultes, moi, c'était pas... peut-être que les gens en éducation ont les réflexes de s'intéresser aux enseignants, mais moi, c'était pas dans ma démarche, mais de m'intéresser aux parents, au point de vue des enseignants, aux animateurs dans les maisons de jeunes, savoir qu'est-ce qu'eux pensent de... Juste de varier, disons, les sources de collecte de données pour s'assurer d'une bonne collecte de données, d'une bonne démarche riche. Et c'est ce qui conclut